Pierre Mounier-Kuhn, est-il là? Oui, en principe, il est là. Pierre, dites quelque chose. Comme ça, vous apparaîtrez sur l'écran. Oui, c'est vrai que c'est mieux en ouvrant tout ça. Je Voilà. n'ai plus qu'à trouver mon fichier. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, je vous représente. Pierre, vous êtes historien, chercheur au CNRS, à Sorbonne Université au centre Alexandre Coiré. Vous enseignez l'histoire des sciences et des techniques à l'école centrale Supélec et vous avez consacré l'essentiel de vos travaux à l'histoire de l'informatique. Or, vous allez nous parler d'Alan Turing, donc j'imagine qu'il y a un lien. Il y a un lien, j'essaierai d'éviter trop les recoupements, mais il y aura certainement des bouclages. Il me reste juste à trouver Voilà. Le ma problème habituel. présentation. Qu'est-ce que c'est que ça? On va y arriver. Alors, pendant que Pierre cherche son Oui, diaporama, j'avais juste une réflexion par rapport à ce matin. Vous avez parlé du réseau Cyclade. Hein. C'est bien le oui. Cyclade qui est à l'origine du web français, plus ou moins, non? C'est ce que j'ai... Non, Cyclades, c'est l'un des ancêtres de l'Internet Oui. mondial. Oui, plutôt de l'Internet C'est français. la contribution, la principale contribution française aux réseaux expérimentaux qui ont été à l'origine de l'Internet. Mais on a raconté beaucoup de bêtises l'année dernière à partir d'un roman très romanesque qui expliquait une espèce de théorie du complot suivant lequel les méchants partisans du Minitel auraient tué l'Internet français, et sans cela, sans Giscard, sans Ambroise Roule, patron de Alcatel, la France aurait inventé l'Internet. Voilà, on en est là dans la mythologie. Donc, ça tombe bien parce que je vais vous parler de mythologie. Est-ce que le diaporama peut être en mode présentateur? Pourquoi pas? Est-ce que Vous êtes en mode présentateur. Je suis en mode présentateur. Donc, ça va comme ça? C'est visible? Oui, non, autrement, Oui, non, essayez d'élargir un petit peu cette comme ça, image. c'est mieux? La diapo suivante est presque aussi grosse alors. Oui, Oui, là, ça oui, va pas là, du tout. là c'est bien, c'est bien. Là, c'est bien? OK. Ouais. Donc, je vais parler d'Alan Turing et du mythe qui s'est constitué autour de lui. Donc, je suis spécialiste d'histoire de l'informatique. J'ai travaillé sur l'histoire de l'informatique en France et après avoir étudié l'histoire de l'émergence de l'informatique, j'ai été amené à m'intéresser à ce qui s'est passé au niveau mondial. Et puis en 2012, j'ai été invité par Cédric Villani, qui était à l'époque le patron de l'Institut Henri Poincaré, à organiser une exposition sur Alan Turing dans le cadre du centenaire de la naissance de Turing. 2012, c'était l'année Turing au niveau mondial. C'est à cette époque qu'on a vu des amphis d'université, des immeubles académiques et des salles de cours se baptiser du nom de Alan Turing. Et donc, j'ai organisé une des nombreuses expositions du centenaire de Turing, avec une interrogation qui était le rapport entre la réalité historique et ce qu'on raconte, ce qu'on a besoin de fabriquer comme imaginaire autour d'un héros véritable, hein, parce qu'il n'est pas du tout question pour moi de contester que Turing a été un véritable génie et, dans une certaine mesure, un personnage héroïque. Pour aller plus loin, je dirais qu'il est rare de voir des hommes qui, dans le temps d'une existence brève d'ailleurs, abrégée par son suicide, qui ont renouvelé profondément plusieurs domaines du savoir. C'est le cas du mathématicien Alan Turing, né en 1912, mort en 1954,
qu'on peut considérer comme l'un des plus grands penseurs anglais du XXe siècle. En effet, ses idées ont contribué à former le monde actuel à travers la logique mathématique qu'il a contribué à révolutionner, l'informatique qu'il a contribué à fonder, l'intelligence artificielle, la modélisation mathématique du vivant, qui est encore un tout autre problème, et de façon plus générale, la réflexion philosophique sur des problèmes fondamentaux de la connaissance, qui fait de Turing un personnage qu'on pourrait qualifier de pythagoricien. C'est quelqu'un qui cherche au-delà de la science l'esprit, le secret de la connaissance, les secrets de l'univers. Et en même temps, dans ses travaux, il va un petit peu démolir les présupposés remontant à Pythagore et aux premières écoles de mathématiques grecques. Le déroulement de sa vie, entre son enfance malheureuse et sa mort par empoisonnement, en a fait également un personnage de tragédie. Comment cet homme discret, qui aurait pu rester un quasi inconnu de l'histoire, a-t-il été héroïcisé au point que, comme je viens de le dire, 2012 a été proclamé International Turing Year. Ma participation aux commémorations de l'année Turing m'a entraîné à l'historiciser, à essayer de comprendre non seulement l'homme qu'il fut, mais aussi les représentations qui en ont été élaborées plus tard. Donc, je brosserai rapidement un portrait biographique de Turing avant de répondre à cette question tout aussi intéressante de la construction d'un personnage mythologique contemporain. Donc, ça pose des problèmes assez classiques en histoire des sciences, le problème du précurseur, la nécessité de situer l'œuvre de Turing dans son contexte intellectuel plutôt que de l'accaparer pour nos problématiques ou nos enjeux militants actuels, et un sujet en soi qui est la commémoration et la construction de figures du héros. Alors, concernant l'informatique, on a à travers Turing un très bel exemple de construction d'un mythe. Et ça répond en partie à la question que je crois Thierry posait ce matin, qui est que l'informatique est, ou c'était Arnaud, je ne sais plus, est-ce que l'informatique est désormais une science bien établie ou encore une science discutée, à côté de l'institutionnalisation de son institutionnalisation comme discipline. Turing a publié en 1936 un article de logique mathématique qui décrivait une machine complètement abstraite. Aujourd'hui, la Vulgate, et notamment la Vulgate historique qui a cours chez les informaticiens, c'est que cet article a donné naissance à la fois à l'ordinateur et à un paradigme informatique. Cet article aurait décrit une sorte de prototype abstrait de l'ordinateur et fonder un paradigme de l'algorithmique et de l'informatique. Un historien, quand il voit ce genre de schéma, songe tout de suite à ce beau processus linéaire d'innovation et au concept de révolution scientifique, qui sont souvent des façons très simplistes d'écrire une histoire des sciences, en réalité beaucoup plus complexe. Donc, il cherche un petit peu quelle est l'anguille qui frétille sous la roche, sous ce bloc de certitude. Et puis, on trouve, si on remonte à 2012, des choses assez extraordinaires, comme cette interview du geek de service chez BFM TV, qui explique froidement que la machine de Turing en Lego, qui a été construite pour le centenaire de Turing par les élèves de l'École normale supérieure de Lyon, et l'ordinateur que Turing aurait construit lui-même en 1936. Enfin, on baigne en pleine simplification, en plein mythe, et ça devient même aussi drôle que les objets ready-made de Duchamp. Plus sérieusement, on a une controverse entre des histoires de l'informatique écrites généralement par des informaticiens qui s'intéressent à l'histoire de leur discipline, ou par des logiciens, ou par des journalistes proches des milieux techno, et qui en général abondent dans l'idée que Turing était le père de l'ordinateur et le père de l'informatique. En face, en lice, sont des historiens spécialisés dans l'histoire de l'informatique, éventuellement des philosophes,
qui ont une formation d'informaticien, qui eux expliquent que non, Turing n'a pas inventé l'ordinateur. Turing a inventé beaucoup de choses, mais dans la mesure où l'ordinateur a un père, Turing, ça n'est pas Turing. Il a été source d'inspiration, il a participé à ce mouvement, mais on ne peut pas dire qu'il a inventé l'ordinateur. Alors, qu'en est-il en réalité? Donc, l'ordinateur, bien sûr, a beaucoup de pairs. L'ordinateur est une réussite, donc forcément, il a beaucoup de pairs. Parmi eux, il y a avant tout les premières grandes machines électroniques à calculer numériques et leurs inventeurs, donc l'ENIAC, qui est dû largement à des ingénieurs de l'Université de Philadelphie, au mathématicien von Neumann, les inventeurs de Colossus à Bletchley Park, donc machines de cryptanalyse, et puis les machines, les ordinateurs qui se sont inspirés de ces réalisations expérimentales et qui ont été mis en service à la fin des années 1940, en Angleterre, à Cambridge, à Manchester, et puis aussi aux États-Unis, voire en URSS. Là-dedans, ce qui se trouve en haut à gauche de votre écran, les théories de logique mathématique comme le lambda calcul de Church ou la machine de Turing ont joué un rôle qui est questionnable, comme disent les Américains. À mon avis, ce rôle n'est apparu que beaucoup plus tard dans la constitution d'une discipline informatique, dans l'inspiration des recherches en informatique, et non pas dans la conception et le développement des premiers ordinateurs. Turing, donc pour en revenir à lui, a eu une enfance malheureuse. Il se serait sans doute plus épanoui dans les lycées français que dans les collèges britanniques qui privilégiaient l'enseignement des humanités classiques et les sports d'équipe. C'était un individualiste qui se serait sans doute beaucoup plus épanoui donc dans un lycée français où sa passion pour les sciences aurait été mieux appréciée. Si je continue à faire un petit peu d'histoire-fiction, personne ne lui aurait fait ensuite de procès pour homosexualité dans un pays comme la France où celle-ci était dépénalisée depuis la Révolution. Donc, Turing était un individualiste qui se réfugiait un petit peu dans la science et puis dans le seul sport qu'il puisse pratiquer de façon individuelle, c'est-à-dire la course à pied, où il est devenu un champion. Au milieu des années 1930, Alan Turing a enfin trouvé à l'université de Cambridge l'environnement libéral qui lui convenait. L'un de ses professeurs, le mathématicien Max Newman, expose un jour de 1935 la liste de questions fondamentales posées quelques années plus tôt par l'Allemand David Hilbert. Et à ces questions, un petit nombre de logiciens vont répondre dans les années 1930, dont je vous ai mis les photos ici. C'est Turing, Gödel, Church, et puis quelques autres comme Post et Rosa Peters, qui était une Hongroise. L'Allemand Hilbert a posé dans des grands congrès internationaux de mathématiques des questions fondamentales qui ont formé un véritable programme de recherche destiné à établir les mathématiques sur des fondements logiques vigoureux et qui était un véritable programme de recherche pour les chercheurs en mathématiques au XXe siècle. Turing est particulièrement intrigué par la question de la décidabilité. Ces questions de Hilbert, c'est les mathématiques sont-elles un ensemble complet qui peut rendre compte de tout? Sont-elles cohérentes, c'est-à-dire n'ont-elles pas de contradictions internes? Et sont-elles décidables? Turing est particulièrement intrigué par la question de la décidabilité. Toutes les questions mathématiques peuvent-elles être décidées par un raisonnement formel qui fonctionnerait comme une machine? Autrement dit, pour parler de façon un petit peu plus rigoureuse, mathématique, existe-t-il un algorithme général qui permettrait de démontrer n'importe quel théorème de l'arithmétique? Turing s'attaque au problème d'une façon très originale, sans avoir lu les publications déjà consacrées à ce problème par quelques logiciens, notamment ceux-ci. Il prend au pied de la lettre la métaphore mécanique. Il imagine une machine très simple qui serait capable d'exécuter séquentiellement, selon un programme préétabli, une série d'opérations en vue de résoudre un problème. Et cela le conduit à répondre négativement à la question de Hilbert: il n'existe pas
d'algorithme général permettant de démontrer tout problème, tout théorème de l'arithmétique. Ce faisant, le jeune Turing contribue à détruire le rêve scientiste d'une mathématique complète, cohérente et décidable, qui d'une certaine façon remonte aux pythagoriciens, mais du même coup, Alan Turing définit précisément ce qui est calculable et jette les bases d'une branche nouvelle des mathématiques qu'on appellera plus tard l'algorithmique, dans un article donc, sur les nombres calculables publié dans le journal de la London Mathematical Society en 1936. Je dois dire que cet article, autant je ne recommanderais pas aux étudiants de travailler comme Turing sans s'informer d'abord de la bibliographie, de ce qui a été écrit sur le problème qu'on traite, autant je recommande à tous les étudiants, pas seulement en sciences ou en informatique, mais aux étudiants en histoire, de lire cet article, de comprendre ce qu'ils pourront y comprendre, mais c'est un modèle de maturité scientifique, d'intelligence, de va-et-vient entre un problème très particulier de logique et les implications générales qu'il a. L'article de cet étudiant de 24 ans est vraiment un chef-d'œuvre d'intelligence, de clarté, dans sa construction comme dans sa démonstration. Et à mon avis, vraiment, tout doctorant et tout chercheur devrait le lire. En 1937, cet article n'est lu que par une poignée de mathématiciens intéressés par les fondements logiques de leur discipline. Deux d'entre eux, le grand mathématicien John von Neumann et Alonzo Church, invitent Turing à préparer une thèse à Princeton. Turing passe donc 1 an aux États-Unis. Ses lettres révèlent à la fois le plaisir qu'il éprouve dans ce grand centre de la science et le regard savoureusement ironique qu'il porte sur la civilisation yankee. C'est vraiment un représentant de la upper middle class anglaise, avec le regard original que les représentants de cette classe peuvent porter sur le monde extérieur. Alonzo Church, qui a indépendamment répondu à la même question de Hilbert d'une manière différente, en inventant le lambda calcul, dirige sa thèse. Là encore, Turing développe cette tournure d'esprit particulière d'un mathématicien qui a du goût pour les machines, donc un profil assez particulier. Alan Turing rentre en Angleterre en 1938, juste avant que les accords de Munich, qui livrent la Tchécoslovaquie à Hitler, ne posent des problèmes encore bien plus graves que ceux de Hilbert. Tout en enseignant à Cambridge, Turing est invité à rejoindre une école de codage et de chiffres interarmées, la Government Code and Cipher School, à Bletchley Park. Aujourd'hui, Bletchley Park est devenu un musée d'informatique et un musée de la cryptanalyse. Avec d'autres brillants esprits recrutés par les militaires et les services secrets, son intelligence est mobilisée pour casser les codes allemands utilisés sur la machine Enigma, la machine que vous voyez là à gauche de votre écran, qui ressemble à une machine à écrire perfectionnée avec des rotors, des systèmes électriques qui permettent de transposer, de transformer une lettre en une autre, selon des clés de chiffres. Cette spécialisation amène Turing en décembre 1939 à rencontrer près de Paris les cryptanalystes polonais et français qui ont mis au point des techniques pour découvrir les clés de chiffrage d'Enigma. Les percées franco-polonaises ont montré que c'est possible, à condition de capturer de temps en temps une Enigma et surtout des manuels de cryptage ou des documents clairs et codés. Et c'est de cet effort à l'origine des services secrets polonais que sort le concept de machine de cryptanalytique, la bombe, qui en fait reproduit une série de machines Enigma et qui cherche par ce qu'on appelle en crypto la force brute, qui parcourt toutes les combinaisons possibles. Et la machine Enigma permet des milliards de combinaisons possibles. Les machines qu'on appelle les bombes, parce qu'elles font tic-tac, c'est des machines mécaniques qui cliquettent, sont un des atouts décisifs de la Grande-Bretagne, notamment pour gagner la bataille de l'Atlantique, mais aussi pour gagner un certain nombre de batailles en Afrique du Nord, dans la guerre de Libye. En effet, à partir de juin 1940, comme vous le savez, l'Empire britannique combat seul face au Reich, renforcé des alliances italiennes, japonaises, voire soviétiques. Les Allemands perfectionnent régulièrement leurs machines en multipliant le nombre de combinaisons possibles pour sécuriser leur communication.
Turing et ses collègues de Bletchley Park doivent travailler nuit et jour au maximum de leur capacité afin de comprendre ces innovations et d'inventer rapidement de nouveaux procédés de déchiffrement. Ça passe par la construction de nouvelles machines électromagnétiques permettant d'automatiser la recherche de clés de chiffrage de plus en plus nombreuses. Bien sûr, les enjeux sont gigantesques. Il s'agit de la survie ou de la destruction des convois par les sous-marins allemands et, en fin de compte, la victoire du nazisme ou des démocraties. Turing dirige l'équipe chargée d'attaquer le chiffre le plus difficile, celui de la Kriegsmarine, de la marine de guerre allemande, qui est donc la principale menace pour la survie de l'Angleterre. Et Alan Turing a vraiment joué un rôle décisif dans cet affrontement des intelligences. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Là, on voit Wren, une opératrice sur les bombes, mais Bletchley Park passe de quelques centaines à plusieurs milliers d'employés entre 1939 et 1942-43. Ce sont des travaux d'équipe. Turing dirige une équipe de cryptanalystes théoriciens qui développent des méthodes. Les méthodes sont transformées en machines et les machines sont servies par des équipes très nombreuses d'opératrices et de documentalistes. Sur le plan scientifique, Turing a, après les experts polonais, contribué à introduire l'approche mathématique en cryptanalyse. Là aussi, c'est un domaine qu'il a contribué à moderniser, même à révolutionner profondément. Notons que le film The Imitation Game n'offre qu'une mauvaise caricature de la réalité historique. Loin d'être le savant fou qu'on voit sur cette image, construisant seul contre tous un ordinateur au fond d'une grange, Turing était bien intégré à un travail d'équipe. Et loin d'être, là je m'attaque au film Imitation Game, loin d'être commandé par une sorte de colonel scrogneux, autoritaire et borné, Bletchley Park était dirigé par un officier qui sut manager intelligemment des personnalités originales et plutôt ingérables, ce qui était le cas de Turing, pour en faire un collectif efficace. Et pour en finir avec Imitation Game, loin de céder au chantage d'un espion communiste qui a vraiment travaillé à Bletchley, mais n'a jamais rencontré Turing dans la réalité, notre mathématicien libre-penseur ne cachait pas plus son homosexualité qu'à Cambridge, et personne ne s'en souciait dans cet environnement élitiste. En 1943, il est envoyé aux États-Unis pour participer à la coordination des efforts cryptanalytiques et transférer l'expérience anglaise aux États-Unis, qui lui consacreront des moyens à leur échelle et s'en servent contre le Japon autant que contre l'Allemagne. Turing y rencontre Claude Shannon, l'auteur de la théorie mathématique des communications, et il s'y intéresse au codage des transmissions téléphoniques, pour lequel il conçoit un nouvel appareil. Rentré à Bletchley Park, il y voit une grande machine électronique, Colossus, qui a été construite indépendamment de lui, contrairement à la légende. Colossus est entré en service pour casser un type de chiffre allemand radicalement différent des précédents. Donc, contrairement à la légende, Turing n'est pour rien dans la réalisation de Colossus, mais les possibilités de l'électronique lui ouvrent de vastes horizons. La guerre finie, Turing passe au National Physical Laboratory. En quelques mois, il y élabore un projet qui est le premier plan détaillé d'un ordinateur. Il n'y fait pas allusion à ses anciens travaux en logique mathématique, mais se réfère au rapport von Neumann de juin 1945, qui définit un calculateur universel à programme enregistré, ce que les Français ont baptisé ordinateur en 1955. Toutefois, il se heurte à des difficultés administratives et à des objections techniques de la part des ingénieurs du NPL, qui finalement construiront une version réduite, l'Ace Pilot, entrée en fonctionnement en 1950. On peut voir cette machine au Science Museum de Londres. Turing repart d'abord pour suivre des cours de biologie à Cambridge. En effet, il s'intéresse à la modélisation mathématique du vivant. À la rentrée 1948, il rejoint son ancien professeur Max Newman, qui lui avait exposé les problèmes de Hilbert à Cambridge 8 ans plus tôt. À Cambridge, il rejoint Max Newman à Manchester, où un gros ordinateur est en cours de construction. Là non plus, là aussi, il n'est pour rien dans la construction de cet ordinateur. Turing y est chargé de concevoir les méthodes de programmation et de les enseigner. Il mène en même temps des recherches sur la vérification de programmes, vraiment des questions d'avant-garde qui en font un des pères de l'informatique, de la théorie de la computation et de la programmation.
Et il s'y intéresse aussi donc, à la formalisation mathématique des phénomènes vivants, puisqu'il est intrigué depuis longtemps, depuis son enfance, par les correspondances entre certaines formes vivantes et des objets mathématiques comme la suite de Fibonacci, qu'on voit ici dans le modèle mathématique de la coquille d'escargot, ou la formation des taches ou des rayures sur certains pelages d'animaux. Ces travaux sur la morphogenèse fondent une nouvelle approche en biologie. On peut vraiment dire qu'il a eu 3 ou 4 vies scientifiques simultanées. Automates électroniques, analogie entre machines et êtres vivants, réflexion sur l'esprit humain, ces préoccupations le rapprochent du courant de pensée cybernétique qui bouillonne à l'époque à partir des travaux de Norbert Wiener et d'autres chercheurs. Et Turing rejoint un cercle d'études cybernétiques qui s'est créé en Angleterre, comme il y en a en France et bien sûr en Amérique du Nord. 2 ans plus tard, donc il se mêle à ce bouillonnement culturello-scientifique qu'on a appelé la cybernétique, qui, pour un temps, a fait se rencontrer des chercheurs de disciplines très différentes et a beaucoup fécondé et renouvelé les disciplines qui ensuite se sont respécialisées, sont retournées dans leur spécialisation. C'est dans ce contexte, dans cette ambiance, que Turing a donné en 1948 une interview où il jouait avec l'idée d'une machine qui imiterait l'homme et qui imiterait notamment l'intelligence humaine. 2 ans plus tard, dans la revue Mind, il revient sur le sujet et imagine un test, qu'on appelle aujourd'hui test de Turing, censé décider de l'intelligence d'une machine. Le principe est, pour un ordinateur, d'essayer de se faire passer pour un être humain à travers un échange textuel quelconque avec un opérateur. Le test est probant si l'opérateur croit avoir affaire à un autre être humain. Notons que même s'il est peu pertinent de restreindre l'intelligence à une simple conversation en question-réponse, ce test a servi et sert encore d'objectif général pour maint développement en intelligence artificielle. Passons vite sur la fin tragique de Turing, inculpé en 1952 d'homosexualité, qui était alors un délit dans l'Angleterre, héritage du puritanisme. Turing est contraint de suivre un traitement hormonal castrateur. Il a fait ce choix plutôt que d'aller en prison, ce qui lui aurait valu un casier judiciaire et donc vraisemblablement son exclusion de l'université. Pour les policiers, il faut bien insister là-dessus, on n'a pas puni un héros de guerre. Personne ne savait. Turing était un Anglais parmi d'autres. Pour les policiers comme pour les magistrats, ce n'est qu'un universitaire qui a commis un écart de conduite. Personne, hors du cercle très restreint des anciens des services spéciaux, ne connaît le rôle crucial qu'il a joué à Bletchley Park. Les exploits des cryptanalystes resteront totalement secrets jusqu'en 1975. D'ailleurs, le contre-espionnage américain, qui domine désormais tous les services occidentaux, a vu trop d'Anglais ayant un profil similaire à celui de Turing, on pense à Maclean, Burgess, Philby, au Magnificent Five, trahir au profit de l'URSS pour consentir le moindre geste de soutien. En un sens, Turing est une victime de la guerre froide. Il meurt 2 ans plus tard, suicide probablement, ou accident de manipulation chimique, l'énigme reste entière. Il y a très peu de probabilité qu'il ait été assassiné par les services secrets, en tout cas on n'en voit pas du tout de motivation. C'est une théorie complotiste qu'on peut écarter. Ce fait divers, d'ailleurs, en 1954, n'émeut que ses proches, qui sont peu nombreux. Ce fondateur d'une science nouvelle n'a formé qu'1 ou 2 doctorants. Il n'a créé ni laboratoire, ni revue spécialisée, ni même écrit un livre qui l'aurait positionné dans une perspective de carrière institutionnelle qui ne l'a jamais préoccupé. À tout point de vue, ce matérialiste ne croyait qu'à l'esprit. Pour conclure, et pour en venir à ma question de départ, pourquoi Turing a-t-il fait l'objet de cérémonies pour son centenaire au niveau mondial? Pourquoi Turing a-t-il des statues sur plusieurs campus et des amphis à son nom, etc. Comment est-on passé d'un inconnu de l'histoire à la fabrique du héros, pour reprendre le mot de Pierre Vidal-Naquet?
les percées scientifiques accomplies par Alan Turing, sa participation aux efforts cryptographiques anglais pendant la guerre et ses explorations intellectuelles ultérieures en font un incontestable héros du XXe siècle. Mais ce héros avait toute raison de rester obscur. Étudiant spécialisé dans une branche particulièrement absconse des mathématiques pures, disparu ensuite pendant 5 ans dans les services secrets, réapparaissant ensuite comme l'un des experts anglais du calcul électronique et de la cybernétique, c'est un homme à idées, estimé d'un petit cercle de connaisseurs. Il en agace d'ailleurs avec le sentiment aigu qu'il a de sa propre intelligence et à sa façon de la manifester en écrivant les démonstrations à l'envers au tableau. N'en faisons pas un rebelle, encore moins un révolutionnaire. Il est universitaire, membre correspondant de la Royal Society, officer of the British Empire. Alan Turing appartient, jusque dans son style de vie et son originalité d'esprit, à la gentry intellectuelle britannique. Cet individualiste ne demande au fond qu'une chose, qu'on le laisse vivre et travailler librement au sujet qui l'intéresse. Il ne cherche surtout pas une célébrité ou une position de pouvoir qui l'entraverait dans sa quête passionnée de savoir. Alan Turing et ses travaux théoriques restent donc dans une certaine obscurité pendant les 10 années qui suivent sa mort. D'autant que les pionniers de l'informatique sont d'abord accaparés par la construction des ordinateurs qui posent de redoutables problèmes techniques. Comme je l'ai montré ce matin avec cette diapo, l'ordinateur, c'est avant tout une solution technique qui apporte de nouveaux très gros problèmes techniques difficiles à résoudre et relativement peu de dimensions scientifiques. Le contraste entre Turing et von Neumann est éclatant. Ce grand mathématicien hongrois-américain avait toute la notoriété voulue pour laisser son nom à l'ordinateur. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, ordinateur est synonyme de machine de von Neumann, machine appliquant le schéma édité, publié par von Neumann dans un rapport très célèbre en 1945. Von Neumann, mathématicien célèbre dès avant la guerre, auteur de rapports bien diffusés qui définissaient la structure des futurs ordinateurs et promoteur de cette nouvelle technologie dans les milieux dirigeants américains. On peut identifier 3 étapes dans la reconnaissance posthume de Turing et sa transformation en personnage historique, donc entre 1954 et la fin du XXe siècle ou le début du XXIe. La première étape a lieu dans le milieu scientifique. Elle a pour acteur des théoriciens de la programmation. Comme je l'ai dit ce matin, les ordinateurs sont devenus, dès les années 60, nettement plus fiables et plus puissants. Leurs utilisateurs les plus savants ont éprouvé le besoin de mieux comprendre ce qu'ils faisaient et de trouver des théories sous-jacentes à leur pratique. C'était la théorie des automates répondant à la demande de théorisation de von Neumann, théorie des langages, de la compilation, etc. Certains savent que les percées de la logique mathématique des années 1930 répondent précisément à leur quête de formalisation. Sont des gens assez rares. Il y a peu d'informaticiens de l'époque qui ont une culture en logique mathématique. Et leur culture, c'est plutôt les mathématiques appliquées. Cette quête de formalisation va de pair avec une revendication militante. Le calcul électronique, qui est jusque-là une technique au service des sciences, doit devenir une discipline scientifique à part entière, la computer science, l'informatique. C'est le cas, par exemple, en France, pays moyen, représentatif de la moyenne des pays qui se sont engagés dans l'informatique. On trouve en 1963, dans la revue professionnelle des informaticiens, un article d'un des rares programmeurs qui ait au départ une formation de philosophe, même de philosophe aristotélicien, Louis Nolin, qui est à l'époque ingénieur au CNRS, et dont l'article explicite très bien comme les gens qui utilisaient les ordinateurs ont découvert dans les années 60 qu'il y avait des ressources cognitives intéressantes dans le travail fait 30 ans plus tôt par les logiciens. Il est clair que nous ne parviendrons à donner au concept de langage symbolique
que nous avons besoin de lui substituer un concept mathématique. Fort heureusement pour nous, ce problème a préoccupé de longue date les logiciens et il y a 30 ans déjà qu'ils en ont apporté une solution satisfaisante. L'équivalent formel de la notion de fonction effectivement calculable est celle de fonction récursive générale, etc. etc. Donc, il y a découverte par les informaticiens de théories élaborées 30 ans plus tôt sans rapport avec les machines à calculer, mais qui soudain fournissent des solutions à des problèmes de plus en plus importants. Et c'est à cette époque que la logique mathématique, la théorie des fonctions récursives, la notion de machine de Turing ou de lambda calcul entrent dans les curriculums de deuxième ou de troisième cycle des informaticiens, comme par exemple à l'Institut de programmation de la Faculté des sciences de Paris. On en est bien conscient dans les pays anglo-saxons. Je reviens à ce que je racontais ce matin sur l'évolution qui a mené du codage en langage binaire à des langages évolués et à la découverte d'équivalence entre les langages et les automatismes, et donc les algorithmes. Et ce sont ces gens-là, des professeurs de programmation qui sont parmi les rares à avoir une culture en logique mathématique, qui voient le moyen de légitimer une discipline scientifique, non seulement en y ajoutant des théories logiques, mais aussi en créant un prix. Il n'y a pas de prix Nobel en informatique, évidemment, et donc il crée l'équivalent dans le cadre de la société savante Association for Computing Machinery américaine. Ils créent ce qu'ils veulent être l'équivalent du prix Nobel et ils cherchent un nom et finissent par lui donner le nom de Alan Turing. C'est la création du Turing Award en 1965. Donc à cette époque, le nom d'Alan Turing commence à devenir connu dans un milieu d'informaticiens à un niveau d'études assez élevé, un niveau de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Le programmeur moyen n'en a toujours jamais entendu parler. À la limite, j'ai rencontré un professeur d'informatique qui explique que quand il a pour la première fois entendu le mot Turing Machine, c'est un grec qui parlait un peu anglais, quand il a entendu prononcer l'expression Turing Machine, il s'est demandé ce que c'était que ce verbe to tue, une machine qui tue. Deuxième étape, au milieu des années 1970, le gouvernement britannique commence à déclassifier quelques archives sur les accomplissements de Bletchley Park. Cette décision résulte d'un compromis politique délicat. Le secret longtemps maintenu sur les réalisations des cryptanalystes se justifie à la fois par le souci de ne pas entacher la gloire de ceux qui ont combattu sur le terrain en 1940-45 et parce que le renseignement anglais a continué à espionner les communications de nombreux pays qui ont récupéré des machines allemandes, Enigma et autres, et les ont utilisées dans les décennies d'après-guerre, y compris des alliés, comme la France. Mais ces préoccupations s'estompent, tandis que l'informatique devient un phénomène massif dont les États-Unis apparaissent comme le berceau. En révélant des photos de Colossus et les travaux des codebreakers, à partir de 1975, la Grande-Bretagne peut revendiquer la co-invention de l'ordinateur. Du même coup, Turing et ses collègues de Bletchley Park apparaissent maintenant aussi comme les acteurs décisifs de la grande histoire, comme des héros du monde libre, au même rang que les pilotes de la RAF qui avaient gagné la bataille d'Angleterre. La troisième étape est plus progressive. Elle commence en 1983 avec la publication de la biographie de Turing par Andrew Hodges, lui-même professeur d'informatique et activiste politique homosexuel. Biographie totale, inspirée à l'origine par une sympathie militante et professionnelle, l'œuvre monumentale de Hodges vise à comprendre en profondeur l'aventure intellectuelle et humaine de son héros dans le contexte mouvant de son époque. Se basant sur ce chef-d'œuvre, les biographies, les pièces de théâtre et les films sur Turing se multiplient ensuite à partir de 1990. Le personnage sera adopté par les mouvements homosexuels qui feront de Turing une véritable icône gay. Les révélations sur le rôle joué par Turing dans la lutte contre l'Allemagne nazie, puis sa fin tragique liée à son homosexualité,
le métamorphose désormais en un véritable héros romantique dont la notoriété atteint le grand public. Le gouvernement britannique ira jusqu'à présenter ses excuses posthumes en 2009 pour la persécution qui aurait conduit Turing au suicide, et la reine accordera le pardon royal en 2013 à ce grand serviteur de la nation. Turing est devenu d'autant plus important depuis la fin du XXe siècle que les progrès des technologies informatiques et de l'intelligence artificielle tendent à confirmer ces propositions visionnaires des années 1940. Mathématicien surdoué et agent secret efficace, Turing avait tout pour rester inconnu hors d'une petite élite. Ce sont les intérêts scientifiques ultérieurs des informaticiens, puis divers agendas politiques, qui en ont fait a posteriori un grand personnage historique. Couronnement parfaitement mérité, les trompettes de la renommée ne sont pas toujours mal embouchées. Merci. Bien, merci Pierre pour cette présentation iconoclaste et combien nécessaire sur Alan Turing. Il faut que départager l'écran pour que nous voyions nos collègues. Pendant qu'on départage, j'aurais deux questions en fait. La première, c'est le Turing Award donc de 65, qui en pratique a décidé de donner le nom de Turing à ce prix. Est-ce qu'on sait? Oui, on le sait bien. C'est notamment John Carr et Saul Gorn, deux informaticiens universitaires qui avaient reçu une formation en mathématiques pures et en logique mathématique avant d'orienter leur carrière vers l'enseignement de l'analyse numérique et de la programmation. Et ayant cette double formation en maths pure, logique, en algèbre et en mathématiques appliquées, ils sont devenus des militants d'une computer science, d'où la décision de créer un prix. Tout ça est assez bien documenté. Il y a eu une thèse d'une sociologue historienne russe, Irina Nikiforova, sur l'histoire du Turing Award. Elle a fait un travail intéressant sur l'origine, la création du prix Turing et sur il y a une sorte de travail de prosopographie sur l'ensemble des récipiendaires du prix Turing et des justifications de leur récompense qui lui ont permis de cerner la façon dont la science informatique se définit elle-même. D'accord, très intéressant. Et une autre question courte, c'est à propos de l'ouvrage de Hodger, qui effectivement a fait référence. Tu dis qu'il est sorti en 83. Est-ce que sa réception a été immédiate ou est-ce que l'épidémie de VIH+ a booster en quelque sorte cette reconnaissance, parce qu'on sait que cette épidémie a changé beaucoup les mentalités par rapport à ces questions d'homosexualité qui étaient plutôt marginales, en tout cas jusqu'à cette époque-là. Est-ce que il y a eu des rééditions, par exemple, ou des phénomènes à des époques ultérieures à 83? Alors, en 83, on était déjà dans l'épidémie, mais c'est, on va dire, en 84-85 que la maladie est popularisée, si j'ose dire, auprès du grand public. Le livre de Andrew Hodges a eu de nombreuses rééditions. Hodges a un site web sur lequel, depuis de longues années, il ne cesse d'ajouter de nouvelles publications ou de nouvelles reproductions de travaux de Turing, et les critiques qu'il fait aux nombreuses pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et autres qui sont consacrées à Turing. Il s'identifie un petit peu à Turing d'une certaine façon. Je ne sais pas répondre à la question sur le lien avec le sida, mais indirectement, oui, c'est certain que
la conjonction de l'épidémie de sida, de l'organisation d'un milieu homosexuel et d'associations militantes a convergé avec l'intérêt croissant pour l'histoire de l'informatique et pour l'intelligence artificielle vers Turing. Tout cela se combinant de toute façon avec le caractère intrinsèque de héros romantique que la vie de Turing offre pour construire un personnage de roman, voire de légende. Parfait. Des questions? Oui. Oui. Et merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. C'est vrai que c'est vraiment savoir comment on peut dire aujourd'hui, comment on a pu dire qu'effectivement Turing pouvait avoir inventé les ordinateurs en 1936 à partir de ce texte, est effectivement très surprenant. Alors, la question que je voulais poser, peut-être que ça en amènera une seconde, c'est depuis quand on parle de machine de Turing? Je pose cette question parce que il y a une trentaine d'années, j'ai été amenée à traduire en français l'article de 1936. À l'époque, il n'y avait pas la traduction de Girard. Oui. Et finalement, c'est quand on a amené à traduire qu'on se pose des problèmes. En fait, quand on revient au problème d'Hilbert, on peut comprendre que le problème d'Hilbert soit est-ce qu'on peut toujours trouver une procédure effective de calcul? Procédure effective de calcul. Et que c'est cette question-là à laquelle Turing va répondre. Or, Turing, dans son texte, parle de... Alors, je ne sais plus quel est le mot anglais, c'était il y a 30 ans, donc. Mais c'était un mot que je devais traduire par calculateur. Or, en français, vous voyez bien que le mot calculateur, il a deux sens. Ça peut être quelqu'un qui est en train de faire des calculs, ou bien ça peut être un calculateur, une machine. Et quand on lit le texte, cette ambiguïté reste. Et pour moi, elle est restée. Elle est restée et je penchais plutôt pour l'hypothèse qu'il s'agit vraiment de quelqu'un qui est en train de faire un calcul. Parce qu'il est question d'une feuille sur laquelle il y a des signes. Et puis, vraiment comme quelqu'un qui fait un calcul. Hein. Donc, il y a des signes qui sont là. Et puis, le calculateur, selon l'état d'esprit dans lequel il est, vous voyez, ça pourrait être, je suis en train de faire une addition, une multiplication, il va faire telle ou telle chose. Bon. Et donc, déjà, le terme même de machine me semble pas si clair. D'où la question. C'est une question fondamentale pour laquelle je te remercie. J'aurais certainement fait beaucoup plus attention à ce que j'ai dit et écrit si je m'étais rappelé que si j'avais su que tu avais traduit l'article et que tu étais vraiment une spécialiste bien plus costaude que moi sur la question. C'est une question à laquelle on peut répondre de façon très claire, sans ambiguïté. D'abord, le terme machine de Turing est dû à Alonzo Church, rapidement après l'arrivée de Turing à Princeton, où Church et Alan Turing se sont aperçus qu'ils avaient répondu par des solutions équivalentes à la question de Hilbert sur la décidabilité. Et c'est Church qui a résumé l'article de Turing avec cette expression Turing Machine. Maintenant, sur ce qu'est la Turing Machine dans l'esprit de Turing quand il écrit son article, pour répondre à ton incertitude de mémoire, Turing utilise le mot computer. Et c'est computer au sens qu'on donnait à ce mot en anglais en 1936, c'est-à-dire quelqu'un qui calcule, un employé d'un bureau de calcul. L'image qu'on avait à l'époque quand on employait le mot computer, c'était un employé avec des manches de lustrine ou une dame avec un chignon et généralement une petite machine de bureau ou des tables numériques ou des règles à calcul qui faisaient des calculs à la chaîne. C'est des employés de calcul. Quand on voulait parler d'une machine à calculer, on disait calculator. Et quand on lit l'article de Turing, je l'ai lu avec moins de compétences que toi, mais vraiment je l'ai lu et relu de façon passionnée,
on comprend très bien que Turing a en tête un être calculant. Voilà. Un être calculant et un être calculant très bête, qui ne sait qu'appliquer des règles simplistes. Oui, oui ben, merci beaucoup parce que je crois que c'est tout à fait fondamental, je crois. Déjà, pour revenir vraiment au texte et puis penser que machine de Turing, c'est pas. Voilà, et il ne parle pas de machine Turing. Non, pas du Si tout. tu peux me permettre, alors, puisque maintenant tu as répondu ainsi, à ce moment-là, bon, on peut dire qu'il s'agit de définir ce que c'est qu'une procédure effective de calcul, c'est-à-dire comment ça se passe quand on fait un calcul, et on pourrait rapprocher ça à, bah, finalement, il essaye de définir, comme on n'a jamais fait de cette façon-là, c'est-à-dire de manière mathématique, je dirais, ce que c'est qu'un algorithme. Et ça m'amène à une seconde question. Tu as parlé tout à l'heure donc de ce qui va venir après ce qu'on appelle donc la machine de Turing et qui est la théorie des automates. Théorie des automates. Ouais. Or, de mémoire, si je me rapporte au texte de Kleene, donc il ne parle pas dans le texte de Kleene, il me semble pourtant Kleene est un logicien, il ne me semble pas qu'il parle de Turing. Et j'ai lu d'autres textes aussi, et j'en ai traduit quelques-uns, de textes le premier texte sur la théorie des automates, et de mémoire, là aussi, il faut que je vérifie, hein, je ne pense pas qu'il parle non plus de Turing. Autrement dit, les questions qu'on se pose sur les théories des automates font que les personnes qui s'intéressent à ça, même Kleene, je crois, ne se rapportent pas à cette machine. Enfin, au texte de Turing, plus exactement. Alors, quelle hypothèse tu ferais là-dessus? Alors, j'ai pas lu Kleene, je peux dire. C'est-à-dire, historiquement, finalement, ouais. Est-ce que, historiquement, les gens qui se sont intéressés à la théorie des automates ont fait ou non référence à Kleene? Et si non, pourquoi? Ou si oui, oh non, sinon, pourquoi? Voilà, c'est ma question. Alors, une des raisons possibles, c'est que Turing n'était pas très connu. Oui, il était connu des gens qui l'ont côtoyé à Cambridge, à Manchester et à Princeton. Je ne sais pas où travaillait Kleene, mais Kleene était à peu près contemporain d'Alan Turing. Oui, il était contemporain. Enfin, il vient un petit peu après. Un petit peu après. Ah oui, oui, quand même. Il vient après, et bien après le texte 36. Alors, c'est bien après. Hein. Ça m'étonnerait que... Oui, c'est les années 50. Oui, fin des années 50. Voilà. Comme ça. Kleene commence à travailler à peu près au moment où von Neumann prononce ses conférences sur The Computer and the Brain et où von Neumann a déjà publié sa théorie des automates. Je dirais à la limite que Kleene n'a pas tellement besoin d'aller chercher dans l'article de 1936 de Turing, ce qu'il trouve dans des travaux beaucoup plus développés de Church et de von Neumann. Oui. Mais c'est une hypothèse. Je connais un cercle de gens que je vais bientôt rejoindre à Zurich qui sont beaucoup plus experts sur la question que moi. Voilà, donc on n'a pas en fait de raison d'un point de vue historique de lier ou de considérer que la théorie des automates serait une suite de la machine de Turing. Parce que d'ailleurs, moi j'ai enseigné tout ça, et quand on enseigne la machine de Turing, on l'enseigne, c'est-à-dire effectivement pourquoi? À un niveau d'un enseignement, là c'était un enseignement de licence, pour montrer qu'il n'existe pas d'algorithme pour quelque chose. Ça sert à ça. Ça sert à ça, en fait, hein, la machine de Turing. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines qui n'ont pas d'algorithme. Moi, je prenais l'exemple du problème de poste. Il est amusant parce que pour les étudiants, ça leur permettait de se dire « Ah bah oui, tiens, après tout, ça vaut peut-être le coup de se demander ce que c'est vraiment qu'un algorithme. » Donc voilà, c'est... Et puis, du côté des théories des automates, c'est quand même d'autres types de problèmes. C'est des problèmes de reconnaissance. Pas des problèmes de décidabilité, des problèmes de reconnaissance. C'est-à-dire que d'un point de vue épistémologique,
Il n'y a pas de raison non plus de les faire dépendre les uns des autres, comme on le fait très souvent. Et puis, je dirais que tout ça s'est rencontré beaucoup plus dans les années 60 que du vivant d'Alan Turing ou que juste après sa mort. On a vraiment des rapprochements, mais qui sont parfois très progressifs, étant donné déjà le temps nécessaire à la réception de toutes ces théories. Et les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon, au niveau de la formation des étudiants, des analystes programmeurs, d'après les interviews que j'ai menées auprès d'informaticiens qui ont été formés à cette époque, la plupart d'entre eux ont reçu ces enseignements qui faisaient parfois l'objet d'1 ou 2 heures de cours comme des teintures culturelles qui faisaient partie de leur paysage, mais qui ne cherchaient ni à approfondir, ni à mettre en relation logique les unes avec les autres. Il faudrait plutôt voir comment tout cela s'articule ou se juxtapose dans les travaux menés plutôt vers la fin des années 60, début des années 70, par les gens qui fondent une informatique théorique, c'est-à-dire en France, tout le groupe Schützenberger, Niva, Lantin. Quand j'ai eu la chance d'interviewer Lantin, qui était déjà centenaire il y a une quinzaine d'années, il y a une dizaine d'années, et il m'a dit, bon, au fond, la machine de Turing, la théorie des fonctions récursives, ça sert de garde-fou. Oui, c'est-à-dire que ça indique les limites du possible. Oui, mais voilà. C'est assez effectivement. Moi, je suis une petite fille de Schütz. Oui. Je comprends très bien l'état d'esprit que tu décris et je pense qu'il est effectivement, c'est bien l'état d'esprit de beaucoup de personnes qui font l'informatique théorique vis-à-vis de la machine de Turing. Tout à fait, tu as raison. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question, revenir à la question de la mort que pose la mort de Turing, en fait, qui ajoute à sa légende, d'ailleurs. Puisque tu parles de mythe, effectivement, c'est une mort qui rajoute au mythe. Mais dans ce que tu as dit, il y a des choses qui méritent d'être dénouées. Parce que tu dis à un moment, oui, dans les années 40, on pouvait être homosexuel, on s'en moquait, on était dans une société élitiste, etc. Bon, ce n'était pas un problème. Bon, et ce non-problème devient un problème dans les années 50. Et c'est toujours la morale victorienne, etc., qui est à l'œuvre. Donc pourquoi ce qui ne dérange pas en 40 dérange en 50? Deuxièmement, ce que je ne comprends pas, c'est que, en fait, comme il y a eu quelques grands espions homosexuel, donc il est supposé être un espion parce qu'il est homosexuel. Bon, je résume un peu ce que tu as dit, mais de manière très imparfaite. Et finalement, tu dis, finalement, c'est une victime de la guerre froide. Bon. Donc, j'aimerais que tu nous expliques en quoi c'est une victime de la guerre froide. Alors, je vais te répondre en commençant par attaquer ta phrase « on est toujours dans la morale victorienne ». Justement, non. La génération d'Alan Turing, les Anglais nés en 1912, étaient dans une réaction complète par rapport à l'ancienne morale victorienne. Ça, c'était quelque chose des 2 ou 3 générations précédentes. Eux étaient plutôt dans une phase de libéralisation des mœurs, des esprits. On est proche du cercle de Bloomsbury, de Virginia Woolf, c'est un tout autre monde. Et dans le monde élitiste de Oxbridge, ça pose aucun problème. Dans un certain monde culturel anglais de l'époque non plus. Et quant à Bletchley Park, comme dans le reste de l'armée, mais surtout à Bletchley Park, dans le milieu des services secrets, on s'en fiche complètement. La seule chose qui importe, c'est l'efficacité, et pour l'efficacité, l'intelligence. Comme je l'ai dit,
le management de Bletchley Park, c'est l'art de manager des gens extraordinairement différents, des militaires, des espions, des linguistes, des services, des mathématiciens, des intellectuels totalement individualistes et réfractaires à la discipline. Et on est arrivé à leur faire garder un secret absolu à 3000 personnes jusqu'à la fin des années 70. Là, on est dans une certaine ambiance d'une certaine fraction de la société anglaise. On est dans une période libérale, en tout cas dans ce milieu. Vers 1950, c'est Andrew Hodges que je vais résumer. On entre dans une phase répressive qui retrouve des réflexes de la fin du 19e siècle. Pratiquement pour la première fois depuis un demi-siècle, on recommence à mettre en application les lois réprimant l'homosexualité qui avaient permis d'envoyer en prison Oscar Wilde et un lord à la même époque, ce qui ne s'était plus vu depuis. Pourquoi cette réaction répressive, ce nouvel ordre moral? Parce que, dit Hodges, les services secrets américains prennent la main. Les services secrets anglais ont beaucoup perdu en crédibilité du fait de la défection, du fait de la découverte de la trahison des Magnificent Five. Les services secrets américains font une sorte de profilage, de profiling du traître type. Alors c'est tellement tentant pour eux de mettre en cause des gens qui sont à la fois anglais, libéraux au sens libéral anglais, membres de l'élite. Il y a eu d'autres beaux exemples de trahison dans les élites anglaises qui avaient été même protégées pendant la guerre. Et il se trouve voilà, que Turing, il correspond à ce profil. Il coche malheureusement pour lui toutes les cases. Et puis, il faut imaginer le maître de conférence à l'université de Manchester arriver un matin au poste de police en disant avec son inimitable accent de la gentry au policeman Cockney, écoutez, on m'a volé une montre, des bijoux de ma mère, etc. Bon, qui quelqu'un qui était chez moi. Bon, c'était qui? C'était un garçon. Ah bon, vous l'avez rencontré comment? Dans un bar hier. Et, ah bon, et pourquoi il a passé la nuit avec vous? Oh, he was my lover. Et le flic note consciencieusement ça en disant, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de m'avouer un délit, beaucoup plus grave que le vol d'une montre. Et Turing ne se rendait absolument pas compte. Et là, on a un choc de deux milieux sociaux, et ça se retourne contre l'intellectuel assez arrogant qu'était Turing. Et le flic, pas plus que les magistrats qui composent le tribunal qui va condamner Turing ensuite, n'ont la moindre idée de ce que Turing a fait pendant la guerre. Ils ne peuvent pas. Alors, Turing va être soutenu. Des gens vont intervenir dans toute la mesure du possible, sans trahir le secret, pour essayer de l'aider. Et c'est ainsi que Turing réussit à échapper à la prison. Il aurait pu être condamné à la prison ferme, et on l'aide à prendre cette solution qui est un moindre mal d'un traitement hormonal. Bon, pour nous, c'est complètement aberrant, c'est monstrueux, mais à l'époque, c'était un moindre mal et Turing l'a accepté en disant bon, je vais en baver pendant 1 an ou 2. Mais au début du printemps 1954, son traitement était terminé et il était en train d'organiser un voyage en France. Il allait faire de la randonnée dans les Alpes, c'est ce qu'il prévoyait. Puis bon, il se suicide début mai. Il se suicide ou il est victime d'un accident. Alors sa mère, qui était une bonne chrétienne, a privilégié l'hypothèse du suicide, enfin elle a l'hypothèse de l'accident de manipulation chimique. C'est vrai que Turing faisait des manipulations de chimie pas très amusantes avec du cyanure et des produits assez épouvantables par curiosité intellectuelle et sans avoir une formation à la sécurité des laboratoires chimiques comme on en a maintenant au CNRS. Le doute subsiste, suicide ou accident. En revanche, on ne voit pas du tout pourquoi les services secrets l'auraient assassiné.
tous les Anglais que j'ai interrogés à ce sujet m'ont dit non, ça c'est du roman, et surtout on ne voit pas la motivation, ce serait débile. Tout à fait. Bon, mais merci, ça m'éclaire davantage. Merci. Bien. Mais écoutez, on va peut-être arrêter cette belle journée là. Donc, rappelons que c'était la participation pour cette année 2021 du CTHS, et en particulier de sa célèbre maintenant section sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle, donc à cette fête. Voilà, donc merci déjà aux intervenants, hein, magnifiques, et de beaux échanges qui plus est, et merci aux auditeurs, en particulier aux étudiants de Robert, et puis tout cela va être mis en ligne très prochainement. Nous pourrons démultiplier l'auditoire sans fin, voilà, et jusqu'à la fin des temps. Okay. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très sympathique, très varié. Moi, ça m'a appris plein de choses, donc je suis ravi. Rien que pour ça, ça donne envie de rééditer. Voilà. Merci à vous tous. Hein. Vraiment, c'était d'une très grande qualité, une grande richesse, et ça prouve la richesse de notre section. Et vraiment, j'en suis très, très heureux. C'est vraiment formidable. Donc, on est obligé de recommencer. Très bien. Ben, on recommencera. Voilà. Merci à Thierry. Merci à Thierry qui était notre cheville ouvrière. Merci à Francine également, qui doit. Merci à vous. Francine aussi. Qui enregistre toujours. Oui, vous voulez que j'arrête? Oui, là on va arrêter. Trop de merci. Ça va devenir personnel.